Bonjour à tous, bienvenue sur le site de la Manufacture des tabacs, qui est l'un des sites donc de l'Université Toulousain-Capitole pour poursuivre l'exploration de l'issue des procédures collectives. L'entretien de ce jour vise en effet à déterminer le sort des associés et des dirigeants dans le cadre des plans. Toutefois, je remercie vivement Maître Philippe Thiollet, administrateur judiciaire, d'avoir gentiment accepté d'adopter une vision élargie de ce thème, afin précisément d'adopter une vision d'ensemble. Bonjour à tous. Aussi, même si la question ne relève pas stricto sensu de l'issue des procédures collectives, pourriez-vous, Maître, je vous prie, nous rappeler quel sera l'impact des procédures collectives sur les associés d'abord et sur les dirigeants ensuite? Alors sur les associés, il n'y a pas d'automatisme induit par l'ouverture d'une procédure collective. Alors ce ne sera pas la même chose effectivement dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement, notamment dans le cadre des comités de créanciers. Les créanciers ont la possibilité désormais de présenter un plan concurrent à celui présenté par le dirigeant. Si ce plan est assorti de conversion de leurs créances en titre de capital, ils peuvent effectivement diluer les associés historiques. Bien évidemment, le droit des sociétés n'est pas totalement tenu en échec dans la mesure où les associés auront à voter favorablement sur cette arrivée au capital de nouveaux actionnaires. C'est une disposition rare. Toutefois, pour les entreprises d'une certaine importance et dans certaines conditions, le droit des sociétés peut être tenu en échec. Je pense notamment à la possibilité pour le tribunal de faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de convoquer et de voter en lieu et place d'associés qui resteraient réfractaires. Donc on voit qu'il y a quand même potentiellement un certain impact, là dans le cadre d'un plan de redressement, pour les associés. Pour ce qui est du dirigeant, il n'y a pas non plus d'automatisme, d'effet automatique lié à l'ouverture de la procédure. Simplement, on retiendra que le tribunal, s'il estime que le redressement de l'entreprise en dépend, pourra conditionner l'arrêté du plan au remplacement du dirigeant. Donc c'est une mesure évidemment très, très lourde pour le dirigeant. De la même manière, il pourra ordonner la cession des parts du dirigeant ou à l'inverse, déclarer les parts du dirigeant incessibles. Donc là encore, on voit que l'impact peut être relativement lourd pour le dirigeant. Là aussi, on est dans des dispositions d'application très rares. Si vous le voulez bien, on va poursuivre avec l'examen du sort du dirigeant, puisqu'on le sait très souvent, ce dirigeant sera appelé à se porter caution du paiement des dettes de la société qu'il dirige. De la même manière, pourriez-vous nous indiquer quel sera cette fois-ci le sort du dirigeant, mais en sa qualité de caution? Alors, il sera protégé en période d'observation, il sera protégé durant la phase d'exécution d'un plan de sauvegarde, et au-delà de ce plan de sauvegarde, si ce plan a été exécuté conformément au projet présenté et validé. Il n'en ira pas de même durant la phase d'exécution d'un plan de redressement, puisque le dirigeant là ne sera plus protégé par les dispositions textuelles, même si de fait, la banque, puisqu'on parle là essentiellement des établissements bancaires, il regardera quand même à deux fois avant d'activer le dirigeant en qualité de caution, car le torpiller sur le plan privé, c'est risquer effectivement de le fragiliser en qualité de manager dans le pilotage de son entreprise. Or, la banque a besoin du redressement et de l'exécution du plan que l'entreprise soutient. Donc, a besoin d'un dirigeant, je dirais, moteur, leader de cette entreprise. Et justement, si on raisonne sur ce dirigeant moteur, leader, et que l'on raisonne tout spécifiquement sur le plan de continuation, est-ce que le dirigeant qui était donc en place au jour du jugement d'ouverture a vocation donc à le rester à son issue? En droit, on peut dire que oui, même si en fait, il est quasiment impossible d'envisager présenter un plan de redressement sans la volonté farouche du dirigeant d'aller dans cette direction. Si l'entreprise a de la valeur, d'ailleurs, le dirigeant qui ne souhaite pas continuer aura mis en place, souvent avant l'ouverture de la procédure, les dispositions permettant effectivement d'orienter vers une cession. Alors, c'est d'ailleurs des contextes dans lesquels l'administrateur reste très vigilant parce que le risque, bien évidemment, c'est une cession qui pourrait être un petit peu trop préparée. Donc on aura à cœur, en qualité d'administrateur judiciaire, de bien veiller à ce que la publicité soit suffisante pour que cette cession à la barre du tribunal se fasse dans des conditions concurrentielles qui sont celles qui doivent être respectées, mais également dans des conditions d'acquisition. Je parle là de l'appréciation des critères textuels qui soient conformes à ce que l'on peut attendre.
Et une fois le plan adopté, cela est acquis, l'entreprise va redevenir in bonis. Et sous réserve d'une reprise interne, vous venez de le rappeler, effectivement, le dirigeant a vocation à rester le même tout au long de la procédure et au-delà, justement, de l'adoption du plan. Pour autant, même s'il reste dirigeant, est-ce qu'il retrouve toute sa marge de manœuvre? Oui, ce sera le cas. Alors, ce sera le cas sous réserve des engagements qu'il a pu prendre ou être amené à prendre dans le cadre de l'adoption du plan. Une clause d'inaliénabilité pourra en outre venir réduire son champ d'action. Donc on voit que le dirigeant a toutes ses marges de manœuvre, je dirais, sur la conduite opérationnelle de son entreprise, mais encore une fois, pourra être un petit peu restreint dans ses marges de manœuvre dès qu'elles auront un impact patrimonial pouvant amener à l'appauvrissement de l'entreprise, qui reste quand même le gage des créanciers. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas justement, dans le cadre de la procédure, à rendre des comptes? Et si oui, à qui? Alors, il rendra des comptes, ce dirigeant, y compris une fois sorti en plan, il rendra des comptes au commissaire à l'exécution du plan. Alors, rendre des comptes, d'ailleurs, c'est peut-être pas le terme complètement adapté, puisqu'il y a une notion de systématisme dans le rendu de comptes. Là, on est beaucoup plus sur un périmétrage des informations collectées par le commissaire à l'exécution du plan, qui dépendra de la situation dans laquelle se trouve l'entreprise et des indicateurs qui sont importants sur le secteur d'activité sur lequel elle intervient. Donc ce sera à l'initiative du commissaire à l'exécution du plan que ces informations seront collectées. Alors le commissaire à l'exécution du plan, rappelons peut-être schématiquement ses missions principales, c'est de veiller à l'exécution du plan. D'abord, il est commissaire à l'exécution de ce plan, d'introduire les actions dans l'intérêt collectif des créanciers, ou de poursuivre des actions qui ont pu être introduites en période d'observation, actions auxquelles étaient partis l'administrateur et le mandataire judiciaire. Voilà sa mission. Donc on voit qu'au regard de ces missions, le commissaire à l'exécution du plan aura une capacité parfois à aller chercher beaucoup d'informations. Donc on n'est pas dans le rendu de compte, néanmoins il devra quand même fournir des informations assez significatives. Très bien. Profitons ensuite de votre expérience pour sonder l'impact des procédures collectives sur la psychologie et les pouvoirs de ce chef d'entreprise en difficulté. Une fois la période d'observation vécue, une fois le plan adopté, quel est le sentiment qui, selon vous, anime le chef d'entreprise? Sort-il renforcé ou affaibli de cette épreuve? Alors, c'est une question intéressante parce que son positionnement est souvent très ambivalent. Il est à la fois très heureux de sortir de ce cadre très judiciarisé avec les audiences et le stress qui va avec les reportings qui lui sont demandés. Mais à côté de ça, après de nombreux mois passés en période d'observation et de souvent grande proximité avec les organes de la procédure et la juridiction, le dirigeant peut se sentir un petit peu dérouté. Mais de manière générale, si le plan est économiquement fondé et financièrement sécurisé, le dirigeant sortira avec la force de celui qui a surmonté une épreuve souvent très difficile pour lui. Donc je serais tenté de dire qu'il sortira renforcé de cette période d'observation. Renforcé, certes, mais est-ce que pour autant il reste le même manager qu'avant? On ne va pas dire que la période d'observation ne laisse pas de traces. Alors j'n'utilise pas d'ailleurs ce terme au titre de séquelles. Bon, l'acception dans laquelle je retiens ce terme est plus positive, mais je crois qu'il en retire beaucoup d'enseignements, d'abord techniques en termes de gestion, puisqu'on l'a généralement beaucoup accompagné, beaucoup conduit à s'interroger sur des indicateurs sur lesquels parfois il ne s'interroge pas. Mais je pense aussi à des apports beaucoup plus humains, qui relèvent d'un registre beaucoup plus personnel et humain. Et on va faire le parallèle avec la vision qu'en ont nos amis d'outre-Atlantique, pour lesquels un manager complet est un manager qui a vécu et su dépasser une crise. On n'en est pas tout à fait à ce niveau de maturité dans notre vieille Europe. On y vient progressivement, puisque le droit au rebond, le droit à la seconde chance font aujourd'hui partie pleinement des dispositifs qui sont poussés. Donc on commence à comprendre tout l'apport qu'il y a à tirer d'un échec, surtout quand cet échec, bien évidemment, a été surmonté. Donc il ne sera pas le même homme, mais il sortira souvent enrichi, tant sur le plan technique que sur le plan humain.
Vous l'avez dit, sur la faculté de rebondir, le droit français est légèrement à la traîne, je vous l'accorde. Même si, vous le constatez, un droit au rebond semble peu à peu se dessiner en creux justement de ce fameux droit à l'entrepreneuriat. J'en veux pour preuve donc les manifestations de ce fameux droit au rebond qui se multiplient autour de nous. Mais alors pourquoi ne pas aller jusqu'à consacrer ce fameux droit à l'oubli ? Alors il est vrai que cette observation nous est souvent faite par les dirigeants. Le dirigeant qui sort de la période d'observation a souvent la sensation que d'un coup de baguette magique, il va se retrouver dans la situation antérieure à l'ouverture de la procédure. Malheureusement, ça n'est pas le cas, puisqu'il faut reconstruire la confiance de ses partenaires qui ont pu être heurtés et qui subissent les conséquences de ce gel du passif qui va leur être remboursé, mais qui va leur être remboursé sur une durée, parfois après des abandons. Donc il faut reconstruire cette confiance. Et au-delà de ça, je dirais qu'il y a une marque, une inscription qui reste pendant plusieurs années adossée à l'entreprise. Donc cette inscription est aussi un handicap pour l'entreprise et est aussi un handicap pour ce rebond. Donc on peut considérer effectivement que cette deuxième chance n'est donnée peut-être que du bout du cabis, puisqu'il y a quand même cette marque qui est portée sur le cabis. Alors c'est vrai que le tiraillement est là, puisque d'un côté, il faut informer les partenaires, les nouveaux partenaires potentiels de l'entreprise, que l'entreprise reste en phase convalescente. Donc il convient de prendre peut-être certaines précautions. Mais de l'autre, il y a cette volonté d'ancrer le rebond et de permettre à tout un chacun de surmonter une difficulté qu'il a pu vivre. À ce titre-là, bien évidemment, je ne peux qu'être promoteur et défenseur de tous les efforts qui sont faits par le législateur, par la plupart des juridictions et par les professionnels que nous sommes, pour essayer de porter la bonne parole sur les procédures confidentielles qui permettent bien évidemment d'éviter cette phase douloureuse de la période d'observation, mais également de ces inscriptions qui peuvent faire durer un petit peu les difficultés subies par le dirigeant. Permettez-moi de revenir, en réalité pour finir, sur la situation assez paradoxale que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà un dirigeant qui, pendant plusieurs mois, parfois plus d'un an, s'est retrouvé très entouré par les organes de la procédure et même s'il a été plusieurs fois contraint, parfois contrarié, il n'en demeure pas moins qu'il a été très souvent aidé, guidé, épaulé. Est-il dès lors préparé à la liberté retrouvée qu'occasionne la fin de la période d'observation ? Je crois que de manière générale, il n'est préparé ni à son entrée en procédure, ni à sa sortie de procédure, même si bien évidemment ce second franchissement de seuil est beaucoup plus simple, puisqu'il est positif, beaucoup plus simple que le franchissement de la première porte. Alors, on constate que des dispositifs ont été développés ces dernières années, actant par là même, matérialisant par là même les difficultés que peuvent vivre des dirigeants. Là, je me place plus en amont, donc à l'entrée en procédure, ou bien quand malheureusement la sortie de procédure ne peut pas se faire par un plan, qu'il soit de cession ou de redressement. Je pense à APESA, mise en place par maître Marc Bignet, greffier du tribunal de commerce de Saintes, infatigable défenseur de ce dispositif. Maître, je ne peux qu'agréer à cette proposition de la prévention, de l'anticipation, du rebond et du soutien. Et nous vous remercions très sincèrement et très chaleureusement pour cet éclairage ainsi que pour ce partage d'expérience. Merci. Merci beaucoup.